allez être amenés à découvrir et à vous imprégner d'une toute nouvelle culture. La culture australienne est bien différente de ce que l'on peut connaître en France. Et justement, pendant cette conférence, je vais vous présenter en 12 points toutes les choses qu'il y a à savoir, en tout cas, pour adopter la culture australienne. La première des choses, c'est que l'Australie et les Australiens, de façon générale, vivent quasiment tout le temps en extérieur. Dès qu'il fait beau, ils sont dehors. La vie au vert, c'est vraiment un principe chez eux et c'est un gros avantage. Et en même temps, on comprend pourquoi, parce qu'en Australie, les paysages sont variés, ils sont beaux, ils sont différents. Donc, c'est l'occasion pendant un PVT de découvrir, par exemple, une faune emblématique avec des animaux qu'on connaît tous, kangourous, les koalas. Également des animaux qui font mauvaise réputation, la mauvaise réputation de l'Australie, que vous pourriez ou non rencontrer pendant votre PVT. En tout cas, si c'est une raison qui vous pousse à ne pas partir, je vous invite justement à lire un article sur le sujet sur PVTist qui démontre que l'Australie n'est pas ce que l'on croit. Il y a également des paysages incroyables. Vous allez pouvoir découvrir le désert australien, découvrir des plages paradisiaques, des îles paradisiaques, des forêts d'eucalyptus. Enfin, vraiment, il y a toutes sortes de paysages et vous pourrez en profiter à l'occasion de votre PVT. La deuxième chose, c'est qu'on en parle souvent, la vie est chère en Australie. Alors oui, la vie est plus chère qu'en France. Quand vous faites les courses, par exemple, quand on compare un panier moyen australien à un panier moyen français, c'est plus cher. Par contre, ça s'équilibre bien dès qu'on commence à gagner de l'argent. Donc pas de panique si jamais vous vous dites, bon, je dépense quand même beaucoup au niveau des courses notamment. Ça prendra vite un prix plutôt bien équilibré quand vous allez commencer à travailler. Après, forcément, si vous consommez énormément d'alcool, par exemple, ça reste relativement cher en Australie. Donc là, peut-être voir un petit peu votre consommation à la baisse. Donc pour votre santé, c'est pas mal. Pareil pour la cigarette, s'il y a des fumeurs parmi vous, je vous conseille soit d'essayer de réduire, soit d'arrêter définitivement parce que c'est très cher le paquet de cigarettes en Australie. En tout cas, voilà, si vous vous adaptez bien à leur façon de vivre et donc leurs dépenses qu'ils peuvent faire au quotidien, ça devrait en tout cas ne pas vraiment se ressentir sur vos dépenses. La troisième chose, on le dit souvent, il fait beau tout le temps ou presque en Australie, et c'est vrai. Le territoire est tellement grand, il fait 14 fois la France, donc forcément il y a du beau temps quelque part en Australie. Il faut simplement connaître les bonnes saisons. Quand vous allez partir, peut-être ça peut déterminer en tout cas votre ville d'arrivée. Ça peut être un critère pour justement sélectionner votre ville d'arrivée. Par exemple, entre juin, juillet et août, c'est l'hiver en Australie, donc actuellement c'est l'hiver. À savoir que les saisons sont inversées par rapport à la France. Donc là, ils sont en plein hiver. L'idéal à ce moment-là, si vous voulez suivre le soleil, ce serait potentiellement de remonter vers le nord de l'Australie ou alors d'aller dans le désert où il fait relativement doux. Également, vous allez avoir le printemps, septembre, octobre, novembre. La saison des pluies commence à arriver dans le nord. Donc là, si vous voulez suivre le soleil, il faudra un petit peu descendre vers le sud pour se diriger ensuite probablement vers Sydney par exemple, pour décembre, janvier, février et profiter peut-être du feu d'artifice et également du jour de l'an et de Noël sur la plage par exemple, être en maillot de bain pendant les fêtes de Noël, ça peut être un moment intéressant à vivre. Et ensuite, vous avez l'automne de mars à avril. C'est une saison qui est assez intéressante quand on arrive en PVT, parce qu'il fait bon à peu près partout en Australie. Généralement, les PVTistes préfèrent partir en septembre. C'est vraiment la période des départs, septembre, octobre, novembre. Pourtant, mars, avril, mai, c'est vraiment une période, en tout cas, intéressante, que ce soit pour la météo, mais également pour trouver du travail. La quatrième chose, c'est que les journées commencent tôt. L'Australie, au niveau du mode de vie, c'est très différent sur le système, savoir qu'il faut se lever tôt, il faut en tout cas travailler toute la matinée, un petit peu en début d'après-midi, et ensuite on finit tôt le travail, pas pour tous les PVTistes, parce que généralement quand on travaille en ferme, les journées durent longtemps, mais de façon générale, vous allez voir que les Australiens sont des lève tôt et ils sont des couches tôt également. L'apéro peut largement commencer vers 15h, c'est pas du tout un problème pour eux. C'est en tout cas très différent de ce que l'on peut connaître en France. J'ai pris ce petit dessin qui a été réalisé par une PVTiste qui est actuellement en Australie et qui a, je pense, très bien représenté la différence entre le quotidien qu'on peut avoir en France et celui qu'on peut avoir en Australie. En tout cas, il faut s'adapter. Au début, c'est assez étonnant. Vous allez voir à 5h, 6h du matin, il y a très facilement des dizaines d'Australiens qui sont sur la plage
en footing, qui font des cours de yoga, qui font du surf, qui promènent leurs chiens. C'est tout à fait normal chez eux, alors que chez nous, pas forcément. Et à 9h, il n'y a plus personne. Et du coup, j'en parlais tout à l'heure, le territoire fait 14 fois la taille de la France, et pour encore mieux représenter sa taille, il faut voir à quel point, au niveau de l'Europe, l'Australie est un pays qui est gigantesque. Et je pense que les distances sont à prendre en compte quand on fait un PVT. En tout cas, quand on part en Australie, les Australiens, il faut le savoir, dans leur quotidien, c'est tout à fait normal de faire des heures et des heures de route pour pouvoir atteindre un point à un autre. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, que ce soit dans votre recherche de travail et également dans vos déplacements, si vous envisagez notamment de travailler en ferme ou de travailler de façon excentrée, en tout cas des grandes villes. C'est un territoire qui est grand et qui peut en tout cas parfois être un peu déroutant. Au niveau de la sixième information à savoir, c'est le réseau qui est très limité. On m'a souvent posé la question par rapport aux freelance, est-ce que c'est bien de se lancer en freelance en Australie? Oui et non, parce que justement le réseau en Australie est très inégalement réparti. Si vous allez sur la côte littorale, la côte Est par exemple, le réseau est plutôt bon, mais dès qu'on va se retrouver dans des zones un peu excentrées, vers le centre justement, dans le désert ou encore sur la côte Ouest, le réseau est limité. Donc ça va être une habitude pendant votre PVT, si vous voyagez, de ne pas pouvoir en tout cas donner de nouvelles souvent à vos familles par exemple, et de devoir vivre une vie sans internet. Il faut s'habituer, en tout cas ça fait partie complètement du quotidien des Australiens qui ont l'habitude de ne pas avoir forcément de très très bon réseau. La septième chose, c'est que le barbecue est une vraie institution. Ça va un petit peu de pair avec le fait que les Australiens sont tout le temps en extérieur. Si vous aimez les barbecues, l'Australie c'est la destination rêvée. Il y a des équipements qui sont partout. Vous pouvez faire des barbecues sur toutes les plages d'Australie sans problème. Même dans des zones excentrées, ils n'ont pas forcément d'internet, mais ils auront des barbecues, ça c'est une certitude. Donc si vous voulez devenir un roi du barbecue pendant votre PVT, ce sera complètement faisable. Ils sont d'ailleurs super équipés en Australie. Le barbecue c'est une institution, mais réellement, ils ont tous de quoi faire un barbecue dans leur sac ou dans leur voiture. Et je pense que même pendant un PVT, c'est des outils qui seront indispensables en tout cas. Et du coup, ça m'amène à parler de la gastronomie. C'est aussi une question qui revient souvent, savoir si on mange bien en Australie. Et là, pas de spoiler à dire. On mange peu. Vraiment, c'est pas bon du tout. En tout cas, personnellement, je n'avais pas forcément apprécié la gastronomie en Australie. Elle est, on va dire, atypique. En réalité, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de vraie spécialité ou de gastronomie bien à eux. Ils vont avoir quelques éléments, par exemple le Vegemite, vous allez avoir les Tim Tam également, qui sont des petits biscuits sucrés, très sucrés, qui sont australiens. Donc, vous allez avoir les tourtes de viande, vous allez avoir les rouleaux à la saucisse, enfin bref, toutes ces choses, le fish and chips également, toutes ces choses-là qui ne font pas forcément rêver en termes de gastronomie. L'avantage en Australie, c'est que le pays est très influencé au niveau de la gastronomie par les États-Unis et par l'Asie. Donc au niveau de la junk food américaine, vous en trouverez partout, notamment dans les grandes villes. Et pareil, au niveau de la gastronomie asiatique, vous retrouverez pas mal de restaurants. Donc ça sauve un petit peu, ça sauve le coup quand on se retrouve en Australie et qu'on aime bien manger. La neuvième chose, c'est que les Australiens sont sociables, et ça, c'est quasiment pour la majorité des Australiens la vérité. Les Australiens sont très avenants, ils aiment parler avec les gens, et quand vous allez venir en PVT, vous allez vous rendre compte que ça va attirer leur curiosité, ils vont venir à votre rencontre pour justement parler de votre aventure et essayer de partager une expérience ensemble. En tout cas, c'est très intéressant de pouvoir évoluer dans ce pays-là, surtout quand on ne sait pas forcément bien parler. Les Australiens sont tellement avenants que ça permet de casser et de briser un petit peu la glace. Et justement, au niveau professionnel, ça peut parfois surprendre. Donc ne soyez pas étonnés si votre employeur, par exemple, vous appelle l'ami ou vous demande tous les jours comment ça va, ou vous check sur l'école. Ils sont très familiers, ils sont très dans la proximité. En tout cas, moi personnellement, je n'avais pas l'habitude de ça, notamment dans le cadre du travail. Et pourtant, eux, c'est comme ça. Donc, il faut prendre le pli et, entre guillemets, accepter la chose. Et au final, on s'y fait bien. Le seul inconvénient, je vais dire, c'est que quand on travaille notamment avec des Australiens,
on ne sait pas réellement si, ce qu'ils pensent derrière. Ils ont tellement toujours le « il n'y a pas de souci, tout va bien », etc. On ne sait pas si c'est toujours sincère. Donc ça, ce serait un petit peu mon petit point négatif, mais en tout cas, voilà, ils sont toujours avenants et toujours sociables pour entamer une discussion, par exemple. La 10e chose, c'est que les Australiens sont très honnêtes. Ça peut surprendre qu'on l'affiche ici, mais pourtant, c'est clairement dans leur culture. Pour eux, être honnête, c'est normal, et ça devrait l'être en tout cas. Ils respectent les lois, mais à la lettre, ils ne vont pas être dans un rapport de force, ils n'aiment pas forcément le conflit de façon générale. Au contraire, ils ne vont pas être dans une dynamique d'opposer un non, par exemple, ils vont être plus dans une dynamique positive. Et donc, ça se remarque très vite pendant un PVT, notamment au niveau de la vie quotidienne. Vous verrez que les toilettes publiques, les barbecues qui sont disposés partout sur le pays sont toujours très bien entretenus, très propres, tout est très respecté. Justement, on parlait de la sécurité en Australie et je pense que ça vient en lien avec cette information-là. C'est un pays safe en fait. Vous pouvez voyager de manière complètement sereine dans ce pays. Évidemment, il y a des exceptions. Mais de façon générale, ça reste un pays où l'honnêteté prime, et en tout cas, c'est très mal vu d'aller à l'encontre des règles et de vouloir des fois essayer d'entourlouper, que ce soit au travail ou dans le quotidien. La 11e chose, c'est que le sport est un mode de vie. J'en parlais justement tout à l'heure, mais les Australiens sont tout le temps dehors et ils adorent pratiquer toutes les activités sportives possibles et imaginables. Pendant votre PVT, vous allez sûrement voir des Australiens à 5-6 heures du matin faire du surf, faire du yoga, promener leur chien, courir. Ils font du sport tout le temps, c'est vraiment dans leur culture. Les enfants sont éduqués aussi autour de cet amour du sport. Ils vont en pratiquer toute l'heure d'après-midi, justement. Ils vont aller à l'école le matin et en début d'après-midi, ils vont pouvoir commencer leurs activités extrascolaires. Et probablement que ça vous intéressera pour découvrir d'autres sports. Notamment en Australie, vous avez forcément le surf que vous connaissez. Et également le rugby australien, enfin le football australien. Bon, là, c'est des règles un peu compliquées. Après, vous avez le green bowling. C'est une sorte de bowling qui se fait sur une pelouse. C'est un peu comme, voilà, c'est un bowling, mais revisité. Ça peut être intéressant d'aller voir ce type de sport-là qui sont très différents de ce que l'on peut connaître en France. En tout cas, voilà, ça risque de faire grandement partie de votre aventure. Et la dernière chose, on en parle souvent et ça fait peur auprès de beaucoup de PVT, c'est l'accent australien. Il est clairement inimitable. Vraiment, les Australiens ont un accent très particulier. Ils n'articulent pas, c'est la spécificité du pays, je crois. Ils vont mâcher les mots, ils ont beaucoup de diminutifs, beaucoup d'expressions bien à eux qui sont qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Donc, par exemple, quand on parle d'Australien, on parle d'Aussie. Quand on parle de McDo, on parle pas de McDo, on parle de Mackie. Quand on dit thank you, on dit ta. Donc, rien à voir. Vraiment, c'est des fois très difficile. Par exemple, thank you, good day, ils disent pas good day du tout. Smoko, c'est la pause. Enfin, ils ont plein de façons de parler très différentes. Ils vont parler de Brisbane, ils vont parler de Brisbane. Donc, c'est plein de diminutifs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas vous donner des exemples, mais il va falloir s'adapter. Ça, c'est une réalité. En tout cas, ça peut être un choc au départ, mais justement, je pense que c'est le jeu aussi du PVT de se dire où on arrive, on va découvrir toute une belle culture. Et l'accent fait bien partie, en tout cas, de la culture australienne. Vous aurez l'occasion d'appréhender ça pendant votre PVT. Et voilà, c'est, je pense, les 12 éléments importants pour pouvoir appréhender la culture australienne. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à ce sujet, c'est une thématique qui est plus libre, on peut poser les questions que vous voulez. Je ne sais pas si vous en avez. C'est bon le travail, du coup, on va repartir. Est-ce que tu conseilles à un freelance de s'installer à Sydney? Dans quel domaine? Esthétique. Ou l'immobilier. Ah oui, quel rapport? Oui, après, ça dépend de la clientèle que tu peux potentiellement trouver sur place. Faut que tu fasses tes recherches peut-être en amont, voir s'il y a de la concurrence, un peu le même principe que quand tu te lances en France. Tout est possible. En fait, c'est vraiment le concept du PVT, c'est que tout est possible, à tout moment où tu t'en donnes les moyens. Donc, si tu as envie de faire ça et que ça te passionne, moi je dirais pourquoi pas. À voir aussi, parce que c'est des métiers spécifiques, quand même, par exemple l'esthétique. Est-ce qu'il n'y a pas des formations
ou des autorisations à avoir pour pouvoir justement exercer en Australie. Bonne question. Oui, c'est possible en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Même pour avoir des locaux, etc., c'est pas. Pardon? Par exemple, imaginons pour monter une boulangerie, typiquement française. Ouais. C'est possible. Pour monter une boulangerie. Visa, enfin, même sans visa normal. Monter une structure, avoir un local, tout ça. Avoir un local, c'est différent. L'esthétique, tu peux quand même exercer sans forcément avoir de local. Franchement, je ne sais pas du tout. C'est une très bonne question. Dans le cadre d'un PVT, ça me semble potentiellement compliqué. Après, dans un autre visa, pourquoi pas? Ouais, mais là, le visa permanent, c'est quand même un visa qui reste compliqué à obtenir. En Australie, il y a quand même pas mal de règles à suivre et on ne l'obtient pas facilement. Il y en a qui attendent pendant des années pour l'obtenir. Je peux répondre sur la question. Parce que j'ai vraiment fait même tout, en fait, que tu sors par l'année. Quelqu'un de la famille ou un employé. Et après, tu peux ouvrir, tout est possible. Tu peux ouvrir une boulangerie, un restaurant. C'est un visa sponsor, du coup. Voilà, ouais. Oui, sponsorisé. Mais du coup, c'est complètement différent d'un PVT. C'est un peu comme aux États-Unis, en fait. C'est mon cas à la nationalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Quelles sont les conditions pour être sponsorisé? D'école, je ne sais pas du tout. Je pense qu'il faut simplement trouver un employeur et qu'il accepte de sponsoriser. Ouais. Parce que je suis allé en 2011, oui. En fait, il faut que tu pars visiter le pays. Si tu tombes sur un employeur, n'importe du marché, ça peut faire la RH. S'il est intéressé, donc après, tu retournes en France, pendant 30 mois, tu fais tes valises et après tu peux obtenir ta résidence permanente. Et après, au bout de 7 ans, là, la nationalité australienne. Je voulais savoir par rapport au logement, est-ce que c'est assez. Enfin, dans une ville, certaines personnes, c'est assez compliqué de trouver des logements là-bas. Est-ce qu'il faut s'y prendre en avant, tu sais? C'est pour des logements permanents? Et après, pour pouvoir se déplacer quand même, pour pouvoir se déplacer quand même pas mal, donc pas permanent. Donc peut-être avoir une colocation ou quelque chose comme ça, c'est ça? Pour trouver des logements en Australie, ce qui marche le mieux, c'est de regarder sur Facebook. Après, la colocation, c'est comme partout, ça reste difficile potentiellement à trouver. Ça dépend de la période à laquelle tu arrives. Donc ça peut prendre potentiellement du temps. C'est pour ça que généralement, j'invite les PVTistes qui arrivent en Australie à prendre quand même pas mal, au moins une semaine à 10 jours en auberge de jeunesse. Justement, si tu veux chercher une colocation, ça peut être suffisant ou ça peut te permettre en tout cas d'arriver sereinement et de commencer bien tes recherches. Après, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, donc les opportunités, la région dans laquelle tu arrives, la période. Voilà. Mais c'est faisable, hein, la colocation, ça se fait beaucoup, et notamment dans les grandes villes comme Brisbane, Sydney, à Cairns aussi, ça se fait beaucoup. Pour les premiers jours sur place, si je conseille de prendre, mais pour la colocation, c'est possible de trouver avant d'arriver en Australie, mais ça me paraît compliqué quand même. Le mieux quand même, c'est d'arriver, de visiter l'appartement si vous en trouvez un, de rencontrer les gens avec qui vous allez potentiellement faire une colocation. C'est possible, mais moi, je préfère, à votre place, je vous conseillerais plutôt d'attendre. Alors ça dépend si tu veux dire faire du roofing par exemple, être chez un autre, héberger chez un autre, ça tu peux le trouver avant de partir. Là du coup c'est complètement différent. Tu auras des missions qui seront données par ton hôte, tu devras respecter, du coup en gros c'est comme un travail, mais en échange de ce travail, de ce petit temps de travail, tu auras l'hébergement et la nourriture. Mais là c'est un autre... tu passes par des plateformes qui te mettent en relation avec les hébergeurs, et dans ces cas-là, oui, tu peux trouver avant de partir. Dans le cas d'un roofing ou LPX, non, il faut, c'est un échange. Oui. C'est une bonne question. La préférence, c'est de chercher à refuser le visa.
vont poser des agences frontalières sur toi avec nous, dans la cité, pour te demander, tu vas dormir, tu te poses des tas de questions et ça va te stresser, du coup. De préférence, c'est de chercher. Oui, c'est pas obligatoire. Bon, c'est très conseillé d'avoir un logement à l'arrivée parce que ça permet d'arriver de manière sereine et de ne pas avoir. Il y a d'autres questions? Concernant le coût de la vie en général, qu'est-ce qui coûte beaucoup plus cher qu'en France? L'inverse, c'est beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher, il n'y aura pas la même chose. Beaucoup plus cher les cigarettes, ça dans le quotidien, pour les fumeurs c'est compliqué. L'alcool est plus cher, l'alcool est spiritueux, le vin et la bière ça va. Le fromage, si vous cherchez du fromage, typiquement français, c'est pas possible, c'est cher. La viande est quand même assez chère, je trouve, aussi par rapport à la France. Charcuterie également. Et c'est beaucoup. Je réfléchis, mais oui, généralement, c'est quand même, au niveau des courses, c'est plus cher. Après, les basiques, style les pâtes et les conserves, c'est des choses qui ne sont pas beaucoup plus chères qu'en France. Et de toute façon, comme je l'ai dit, avec le salaire, ça vient de s'équilibrer. Tu trouves des pâtes à 80 centimes de l'heure, du coup, le paquet de 150 grammes, je crois. Donc, c'est vraiment le plus bas prix. Hein. Tu peux d'accord d'autres. L'électronique, c'est pas moins cher. Ça dépend, oui, effectivement, tu peux avoir des bonnes offres au niveau de l'électronique. Si tu veux acheter par exemple un ordinateur, etc., tu peux aussi récupérer les taxes au moment où tu pars. Si tu as fait un achat dans les 3 mois qui précèdent ton départ. Donc là, il y a un article pareil décrit sur pvtist.net. Mais oui, tu peux avoir des bonnes offres. Et ce qui est bien, l'avantage, c'est que tu achètes de l'électronique en Australie. En tout cas, c'était mon cas. C'est que je ne savais pas dans quelle mesure elle allait me servir de tel ou tel appareil. Donc j'ai préféré attendre mon départ. Et justement, je me suis acheté un drone sur place. Et je pense que c'était bien d'avoir acheté un drone à ce moment-là parce que je ne savais pas si j'allais réellement me servir. Donc là, je m'en suis servi. Le seul inconvénient, c'est que du coup, tu as les prises australiennes. Donc il faudra toujours avoir un adaptateur. Oui. La question, c'est par rapport à la donne, ça s'est passé comment? Très bien. Une question? Non. Enfin, moi, personnellement, du coup, tu dois remplir, je ne sais pas si vous avez vu la conférence tout à l'heure, une carte dans l'avion où tu dois donner les informations sur ton vol, d'où tu es parti, où tu vas, ton adresse en Australie. Je crois que tu mets un numéro d'une personne à contacter en cas de besoin, etc. Et ensuite, après les contrôles, je pense que c'est un peu au pif. En tout cas, quand ils ne soupçonnent de rien, il n'y a pas de souci particulier. Tu passes avec le passeport, la douane, l'immigration, ton visa se valide, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, personnellement, je peux être souci. Oui. Tu veux parler justement des drones, est-ce qu'il y a beaucoup de restrictions par rapport au vol? Les seuls endroits où j'ai eu des restrictions, c'était à Uluru et dans le centre de l'Australie, où c'est des lieux qui sont sacrés, et donc même la photo, même téléphone et appareil photo, c'est interdit dans certains côtés de Uluru, par exemple. Donc oui, il arrive qu'il y ait des règles, mais après, je pense que tu parles par rapport au fait de démarrer le drone, et j'ai jamais eu de soucis avec ça. C'est pas comme en France où il y a je me suis pas du tout renseignée, mais normalement, je crois que ça bloque au moment où tu démarres le drone. Et moi, j'ai jamais eu de soucis. Il a toujours volé partout, comme tu dis, sauf à Uluru, où après, c'est soit tu respectes, soit tu respectes pas. Moi, je l'ai pas fait voler, mais voilà. Et le tien, tu l'as acheté là-bas et c'était moins cher qu'en France? Il me semble pas beaucoup moins cher. Je crois que c'était quelques dollars de moins par rapport quand tu fais le changement d'euros. Mais c'était plus moi, le côté, je savais pas si j'allais l'utiliser. Après, peut-être au niveau des téléphones, c'est à voir, franchement, en tout cas, il y a de l'électronique, il y a beaucoup de magasins d'électronique là-bas, donc si jamais vous n'êtes pas sûr de vous équiper pour votre voyage, là-bas, il y a de quoi faire. Oui. Au niveau des comptes bancaires, est-ce qu'il y a une société, une banque en France qui est adaptée pour les PVTistes, pour les transferts d'argent? Le transfert d'argent, de toute façon, tu vas devoir passer par une plateforme pour faire ton transfert. Après, je ne sais pas dans quelle banque tu es. Mais sur Internet, j'entendais que les banques comme Revolut, les banques en ligne, elles étaient bien pour justement pour pouvoir avoir des paiements à l'étranger. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Moi, bon là, c'est complètement personnel. Mes parents sont partis en tour du monde avec N26. C'est un peu comme Revolut. En tout cas, ça leur a bien servi. Maintenant, dans le cadre d'un tour du monde, peut-être c'est plus adapté. Parce que du coup, là, c'est une banque en ligne, mais de toute façon, il te faudra un compte en banque en Australie.
Donc, est-ce que c'est réellement avantageux dans le cadre d'un PVT? Je suis pas sûre. D'accord, et du coup, la banque en Australie fournissait directement la carte de crédit, Oui. après tous les paiements, tout se passait avec. Comme en France. Tu as une carte de crédit. Si vous partez en couple, vous pouvez également ouvrir un compte commun et avoir demandé 2 cartes bancaires. Donc, avoir les revenus sur le même compte, ça peut être intéressant aussi de fonctionner comme ça. Mais franchement, c'est super facile de faire un compte. C'est pas du tout un problème pour ça. Est-ce que quand on ouvre un compte en Australie, on peut faire entièrement du compte français au compte australien, ou on est obligé de passer par une application justement qui propose ce genre de... Il faut que tu passes par. Je pense pas que ce soit possible de transférer. Si c'est possible. C'est possible. Ça coûte cher. Il y a, Ça coûte plus cher, oui. il y a des frais bancaires pour pouvoir le faire, mais c'est possible. Parce que si tu passes par Wiz, il y a un bon plan. Ton premier virement, tu as 3500 € qui sont pas. C'est pas impacté, tu n'as pas de frais particuliers dessus, donc ça peut être intéressant au départ. Le mieux, c'est d'avoir des banques françaises qui sont partenariats avec les banques australiennes. Oui, mais il n'y en a plus beaucoup. Hein. Il n'y en a pas énormément. Ça, c'était un point aussi que j'avais envisagé d'avoir ma banque en partenariat avec celle d'Australie. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et franchement, c'est des démarches en plus. Je ne sais pas si c'est vraiment le plus simple. Le mieux, c'est de faire un virement d'une grosse somme une fois. Ça, c'est sûr. Tu avais une question? Ce que je veux savoir, je ne sais pas quel type de travail tu as fait en Australie et c'était quoi le plus de salaire? Je ne sais pas si ça peut. Quand j'étais dans le service, j'étais payée 27 $ de l'heure dans un temps normal. Quand j'étais en week-end, c'était 32, un peu plus, 32,5 je crois que c'était. Quand j'étais en cleaning, j'ai fait du ménage, j'étais payée 31 $ de l'heure. Quand j'étais en ferme, c'était 26,73, voire 27 selon les fermes. Et en termes d'imposition, pour les questions imposées? On est imposé 15%. Et combien d'heures en fait par semaine? En France, c'est 35, compris en réglementairement. Et en Australie, c'est bien le nombre d'heures minimales. Une semaine moyenne en Australie, c'est généralement 38 heures, mais tu peux faire plus dans le cadre d'un contrat casual. Et est-ce qu'il y a des jours de congés payés? Pas en casual. Contrat temporaire, tu n'auras pas de congé payé. Sauf si tu fais un contrat à temps plein ou à temps partiel, là, du coup, ce sera les règles normales, entre guillemets, qui vont s'appliquer. En ce qui concerne les conditions d'opère, est-ce que vous avez des informations à nous donner sur justement à quelle somme d'argent on peut s'attendre par semaine, le problème justement du téléphone qui va arriver un jour après, justement on fonctionne de travailler 6 mois après dans cette même famille, mais c'est pas considéré comme une entreprise. Donc du coup, au niveau de opère, généralement, je crois que les salaires par semaine, c'était genre 150-200 $. Après, ça dépend peut-être aussi des familles. Ça peut être aussi un critère. Ensuite, tu peux trouver une famille même avant d'avoir ton TLN, donc même avant d'arriver en Australie. Et pour faire, pour l'exception, du coup, des travails de 6 mois, en fait, c'est informé par le gouvernement, il t'autorise à travailler plus de 6 mois, donc tu n'as pas forcément de particulier. Non. C'est lui qui va te. Si tu es intéressé, par exemple, pour travailler plus, tu peux lui proposer. Ça m'est arrivé de travailler 10 heures par jour, 7 jours sur 7. S'il y a des besoins, notamment en ferme, dans les récoltes. Ah non, c'est à vous de déterminer entre toi et l'employeur pour combien de temps tu veux rester. Généralement, ils te demandent au moins d'avoir un ordre d'idée, même si c'est pas précis, parce que dans le cas d'un PVT, on ne sait jamais trop. Généralement, si tu dis un mois et demi et qu'il accepte, en théorie, tu es embauché jusqu'à là. Donc, après avoir directement avec ton employeur. Il y a un maximum légal par semaine qui peut dépasser. Juste au niveau des démarches un peu chiantes, au retour, l'argent qu'on a gagné, on va dire là-bas, comment ça marche par rapport à l'imposition en France? Est-ce qu'il faut déclarer, certaines sommes ou pas? En fait, quand tu as travaillé en Australie, tu déclares que les emplois et ton revenu, du coup, la déclaration d'impôt elle est automatique en Australie, c'est l'avantage. Mais si tu n'as pas travaillé en France, tu peux regarder ta déclaration d'impôt. Normalement,
tu ne seras pas imposé puisque tu n'auras pas gagné de revenus. Mais tu n'as pas à déclarer ton travail que tu as réalisé en Australie en France. C'est ce que tu as gagné en Australie reste entre guillemets en Australie et ce que tu as gagné en France reste en France. Transfert du coup quand on revient. Oui, non. Heureusement, madame. Oui. Tu parlais de sécurité tout à l'heure. On peut se balader tranquille du coup en Australie sans aucun problème. Enfin, c'est ok si on voyage tout seul. Oui. J'ai vu beaucoup de femmes et de filles qui voyagent seules en Australie et qui font aussi des road trips, qui partent avec une voiture et qui dorment entre guillemets n'importe où pendant leur trip et ça se passe super bien. Généralement, c'est l'occasion aussi de faire des rencontres. Quand tu vas voyager, tu vas peut-être retrouver d'autres personnes qui voyagent seules et qui voudraient faire une aventure à plusieurs. Mais en tout cas, c'est un pays qui est super, super safe et je trouve, de façon générale, encore une fois, c'est mon expérience perso, mais j'ai jamais eu de problème à rester dehors seule, à marcher seule la nuit. Pas de peur particulière, en tout cas personnellement. Oui. Rapport à ton expérience perso au niveau des employeurs, est-ce qu'ils profitent un peu du système en se disant c'est un étranger, il est là quelques temps, c'est un contrat casual, ou ils restent assez honnêtes au niveau des contrats, des heures supplémentaires payées ou, alors ça dépend, je vois ce que tu veux dire, ça dépend lesquels. Est-ce que les employeurs, entre guillemets, profitent du cadre de PVTiste pour entuber? Ça arrive évidemment, ça a pu arriver en ferme, spécifiquement où il y a eu souvent des problèmes, notamment au niveau du paiement au rendement. Aujourd'hui, en tout cas, comme j'ai vécu mon expérience, je trouve que c'est plutôt bien cadré. C'est réglementé le travail en Australie et le contrat casual est quand même réglementé. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, sinon ils risquent de se faire embêter, entre guillemets. À savoir aussi, si vous avez des abus au travail, vous pouvez contacter Fair Work, qui est un organisme gouvernemental qui, en fait, gère les relations entre les employés et les employeurs pour que tout se passe bien. Et donc, il s'assure que toutes les règles soient respectées. S'il y a des abus, il ne faut pas hésiter à envoyer un petit message à Fair Work et à les prévenir, à donner les informations, le détail. Ça ne veut pas dire que les choses vont changer, mais au moins, s'il y a plusieurs personnes qui disent ben là, à cette ferme-là, à cette entreprise-là, il n'y a que des problèmes, peut-être qu'ils feront quelque chose et qu'ils pourront aller dans le sens des bénéfices. Après, voilà, de toute façon, ils sont obligés de payer quand tu fais des heures. Le problème, voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, si tu ne signes pas de contrat, il n'y a rien qui prouve que, entre guillemets, tu te fais arnaquer. Donc, il faut quand même rester dans le cadre, bien signer son contrat de travail, bien lire les lignes qu'il y a écrites dans le contrat de travail, savoir ce qu'ils doivent te payer, savoir ce que tu dois faire dans le cadre de ton contrat. Et normalement, tout devrait bien se passer. Oui. Si on ne parle pas un peu d'anglais, donc là c'est chaud. Moi je parlais pas très bien anglais et franchement, je savais me présenter, je ne sais pas tenir de conversation à mon arrivée. Je savais en gros construire une phrase, mais je sais pas, je savais pas si c'était clair ou si c'était compréhensible. Mais c'est faisable et je pense que de toute façon c'est, à part ce format-là, partir, qu'est-ce qui est plus adapté que ça va. Je pense que. Pour un employeur, parce qu'on réfléchit comme, entre guillemets, comme ce qu'on voit et ce qu'on vit en France, ce qui est normal. Mais en Australie, au contraire, ils ont l'habitude de travailler avec des étrangers. Ils ont l'habitude qu'on vienne sans savoir parler anglais et ça ne pose pas de problème. Quand tu travailles en ferme, tu n'auras pas forcément besoin de parler anglais. Quand tu fais du service, dans certains restos, il te suffit juste d'apporter des plats à des clients. L'anglais, c'est pas le truc du ménage, par exemple. Après, il y a d'autres emplois qui rentrent aussi dans ce cadre-là. Mais ça se fait largement. Et de toute façon, je pense que c'est justement l'opportunité d'améliorer ça. Oui. En ce qui concerne l'achat de véhicules, est-ce que tu auras un retour d'expérience sur les démarches pour le changement propriétaire, les chèques sur les kilomètres, la revente, etc. On a un dossier bien complet sur PVTiste également. Moi, perso, j'ai acheté un véhicule sur place, j'ai acheté un van en Australie. En gros, ça va dépendre, les règles dépendent des États. Donc, tu ne vas pas avoir les mêmes choses à faire dans les États où tu achètes un véhicule. Te répondre, ça va être un peu large, mais il faudra bien regarder les spécificités de chaque État. En gros, quand tu trouves un véhicule que tu veux acheter, donc tu réalises le virement auprès de la personne qui vend le véhicule.
Ensuite, tu dois donc prendre la carte du véhicule, comme la carte grise qu'on a en France, aller dans un service des transports de l'État concerné, où ton véhicule est immatriculé. Il y en a partout. Tu te rends dans le service des transports, il faut donner tes papiers, passeport, donner la carte du véhicule, etc. Il va falloir payer des frais en fait, qui sont de 2 à 3% par rapport au prix de ton véhicule. Donc, c'est 10 euros, tu payes des frais en conséquence. Et ensuite, en fait, tu fais le transfert de ta régio, on appelle ça, c'est l'immatriculation de ton véhicule, et ton véhicule t'appartient. Selon les États aussi, il faudra prendre de l'assurance, soit dans la région, selon l'État, encore une fois, l'assurance corporelle est incluse au tiers, est incluse dans la région, donc c'est bon. Soit il faudra la prendre, notamment dans le New South Wales, il faudra souscrire à une Green Seal. Là, pareil, je t'invite à regarder sur le dossier où vraiment tout est détaillé. Et donc, quand tu as ta région à ton nom, quand tu as fait le transfert d'argent, quand tu as le papier du véhicule qui est bien à ton nom, etc., le véhicule est à toi. Vraiment, la démarche, là, ça paraît un peu long, et la démarche, elle se fait en quelques minutes auprès du service des transports. Donc, il n'y a pas de souci. Et au moment de la revente, dans certains États, tu seras obligé de faire un contrôle technique avant de le vendre. Dans certains États, c'est pas obligatoire. Donc, soit tu veux le faire parce que c'est un bon argument de vente et dans ce cas-là, tu décides de faire un contrôle technique. Soit tu dis, bah, c'est à l'acheteur s'il est intéressé de faire le contrôle technique s'il a envie d'en faire un. Et au niveau, tu me disais au niveau des révisions, généralement, ce qui est conseillé, c'est de faire une révision tous les 10 000 km. Donc, faire toute la révision, bien faire la révision aussi de la boîte de vitesse. J'ai un truc sur les boîtes de vitesse, mais que je vous conseille. Et puis, voilà. Je pense que. Oui. Forcément, le permis international, on parle aussi partir de permis français, ou pas? Alors, oui, le permis international, il n'est valide que si on a le permis national avec nous. Donc l'un ne va pas sans l'autre. À savoir que, je ne sais pas si on en a parlé dans d'autres conférences, mais le permis international n'est plus accepté partout, notamment en Queensland et Western Australia. Donc si vous envisagez de conduire le Queensland ou Western Australia, il vous faudrait une traduction de votre permis national par un traducteur agréé. Oui. Alors le permis international c'est gratuit, je me dis ça peut toujours servir si tu vas à l'étranger ou si tu ne conduis pas dans ces états-là. Après si vraiment tu envisages de conduire dans ces états-là, tu peux attendre d'arriver sur place, d'avoir ton permis national et de passer par un traducteur agréé pour pouvoir faire la traduction. Ce sera payant par contre. Je crois que ça dépend des traducteurs, mais c'est genre de l'ordre de $30 à peut-être $60. C'est pas non plus. Mais bon, le permis international est gratuit, c'est juste que la démarche est un peu longue. C'est bon à recevoir. Oui. Est-ce que quand tu allais ton van, tu es allé dans des grandes villes et tu as par exemple résidé dans ton van et travaillé dans des grandes villes? Non, j'ai un peu évité les grandes villes. Quand j'allais dans les grandes villes, plutôt je me garais soit dans un camping où je dormais plusieurs nuits et j'y allais en transport en commun. Mais j'ai pas réellement travaillé dans des grandes villes. Genre, j'ai pas travaillé à Sydney, j'ai pas travaillé à Brisbane. J'ai travaillé près de Perth dans une ferme, mais j'étais logée dans la ferme. Enfin, je pouvais stationner dans la ferme gratuitement. Donc, c'était plutôt avantageux. Mais sinon, je suis jamais travaillé dans une ville. Mais je pense que c'est possible. Il y a plein de campings dans les villes. Et si tu veux travailler en ville avec un van, tu as la possibilité de stationner et de rester sur du long terme. Généralement, quand tu restes genre plus d'une semaine, ils te font des prix aussi. Au lieu de payer 7 nuits, tu payes 6 nuits. C'est un peu les promos qu'ils font. Mais ça peut être une alternative intéressante au logement, notamment si des fois on a du mal à trouver. Pourquoi pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Niveau logement, est-ce que ça, obligatoire, pas forcément, mais ça arrive quand on vous demande une caution. Ça arrive. Non, ça dépend des États aussi. Il y a des lois par rapport aux États, ça peut être de 1 à 4 semaines. Donc là, pareil, n'hésite pas à renseigner. En fait, c'est un peu particulier, l'Australie, c'est vraiment découpé en plusieurs États, et que ce soit au logement, au travail, que ce soit même pour stationner, etc., les règles, elles peuvent vraiment être très différentes. Donc n'hésitez pas à bien vous renseigner quand vous arrivez dans un État ou dans un autre.
Comment t'as fait pour trouver ta ferme et faire tes jours de ferme? La première ferme, je l'ai trouvée en faisant simplement de candidature spontanée. Je savais que la saison des cerises allait commencer dans cette région-là. J'ai pris toutes les fermes qu'il y avait, j'ai envoyé mon CV avec une petite explication. Je suis à tel endroit et je suis disponible pour travailler. J'ai été prise comme ça. Vraiment, ça a été instantané quasiment. La deuxième ferme, j'ai appelé. J'ai demandé s'ils cherchaient des gens et le lundi, 2 jours après mon appel, je commence à travailler. J'ai été vraiment chanceuse par contre. Je peux être de référence sur ça. J'ai eu beaucoup de chance dans mon PVT. Et du coup, le dernier international dont tu parlais, c'est. Tu parlais de pouvoir l'intérieur, mais l'autre, la partie gratuite, c'est quoi en fait? C'est ils prennent ton permis national et ils voient juste conduire, et du coup ils font une carte internationale ou t'as un examen? Je pense que je me suis super mal exprimée. En gros, t'as 2 options. Soit tu demandes le permis international, donc ça tu dois le faire avant ton départ en Australie. C'est gratuit. En gros, la démarche, il faut que tu commences une démarche en ligne et ensuite tu envoies des papiers au gouvernement et il te renvoie le permis international. Soit tu as l'option d'attendre ton arrivée sur le territoire australien pour procéder à la traduction de ton permis national auprès d'un traducteur agréé par le gouvernement australien. Donc voilà, tu as 2 options qui sont complètement différentes. Il y en a une qui est rattachée au gouvernement français et une qui est rattachée au gouvernement australien. C'est... Ouais. T'as pas besoin de passer comme ça. Non, c'est juste en gros pour que ton permis soit traduit dans la langue Oui. Pour le forfait téléphonique, il est préférable de prendre un forfait français à l'international ou de prendre une puce directement là-bas? Alors je sais que les forfaits français, genre Free par exemple, c'est limité il me semble. Je suis pas sûre que ça couvre pendant 12 mois. Moi je trouve, en tout cas pendant mon PVT, j'ai préféré souscrire un abonnement téléphonique australien. Je trouve ça pratique, c'est hyper facile à faire. Il y a plein d'opérateurs mobiles, donc j'en ai profité, c'est pas forcément cher. Donc, après, tu peux souscrire un abonnement téléphonique français, hein, ça peut fonctionner aussi. L'essentiel, c'est d'avoir un numéro de téléphone actif, et notamment pour la demande la création de ton compte bancaire. Juste pour compléter l'info sur le téléphone, avec le forfait Free, il n'y a pas de limitation sur l'utilisation. La seule chose qu'ils mettent dans le contrat, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une utilisation abusive. Oui. Et ça, c'est du coup un peu tendancieux. Et moi, je m'en suis servi pendant 1 an au Canada, 1 an et demi en Nouvelle-Zélande. C'est jamais passé. Mais ça dépend des gens. Si on passe notre temps à télécharger Word, donc peut-être que ça visite, et si on fait juste un peu de GPS et de recherche sur Internet. Il y a eu des retours de PVTistes qui avaient reçu des grosses factures à payer et qui avaient fait du hors forfait en fait. Et moi, en tout cas, quand j'étais partie, je m'étais intéressée justement à cette question, de savoir si je prenais un forfait international avant de partir. Et quand j'étais allée chez Free, justement, en tout cas, le conseiller m'avait dit de ne pas faire ça. Enfin, de ne pas prendre un abonnement. Le risque, c'était que s'ils se rendent compte justement qu'on a une consommation abusive, c'est de se faire exploser sur les prix. C'est pour ça que je dis que tout dépend de l'utilisation qu'on fait. Voilà. Ouais, c'est un choix, ça dépend, ouais, comme tu dis, de la consommation et qu'est-ce que je peux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quel est le rapport à l'argent qu'ont les Australiens au niveau du salaire? Est-ce que c'est tabou comme ici ou pas du tout? Le rapport à l'argent est très bon. De manière générale, ils ont aucun tabou. Même avec vos employeurs, vous pourrez parler argent sans problème. Les Australiens n'ont pas honte de dire combien ils gagnent dans leur vie. C'est pas dans leur culture d'être gêné au niveau de cette thématique-là. Donc, ça ne pose pas de soucis. Donc, il serait possible de négocier pour aller chercher un dossier. Dans quel type d'emploi c'est encore? On va parler de l'emploi casuel. Dans mon emploi, on va dire réputé chez les PVTistes, ils trouveront quelqu'un d'autre en 5 minutes, donc ils vont te dire oui, quand tu vois, donc non, je pense pas que ce soit. Après, dans des emplois qualifiés, sûrement, mais pas qualifiés, ça vaut pas la peine d'essayer, je pense que. Oui. Non, pas forcément. Il n'y a pas forcément besoin aussi de garant. En France, on a souvent besoin d'un garant, etc. En Australie, pas forcément, à part la caution, comme on disait tout à l'heure. Sinon, oui, forcément, ils vont te demander, oui, par exemple, le classique des papiers d'identité, passeport, carte d'identité, mais passeport, peut-être ton visa, et
également qu'on a pu signer un bail de location. Quels ont été les apports de votre expérience à l'étranger en Australie de votre retour à la vie Les avantages que j'ai eus par rapport à comment j'ai valorisé mon PVT. Du coup, je suis chez PVTiste, donc je l'ai plutôt bien valorisé. Bon, la thématique, elle était idéale pour cet emploi-là. Mais je pense que ce serait plus, si j'avais l'opportunité de présenter mon expérience en PVT dans un entretien d'embauche, par exemple, je dirais que ça m'a permis de m'adapter. L'adaptabilité était très importante. Je me suis ouverte aux possibilités. La prise de risque aussi. Quand on part, on acquiert d'autres compétences, on part forcément sans avoir des compétences dans tel ou tel domaine, et on a réussi en tout cas à sortir de sa zone de confort. Puis l'enrichissement personnel, hein, tu grandis, donc forcément si tu grandis mentalement et personnellement, tu peux évoluer dans ton travail aussi. Donc, je pense que ça rentre en considération. On a un dossier qui est dédié aussi à la valorisation du PVT après du coup un PVT. Ça peut être bien de le lire. Il y a des expériences et des témoignages d'anciens PVTistes qui ont réussi à travailler dans le domaine du voyage ou dans un autre domaine et qui ont pu valoriser cette expérience-là, que ce soit en France ou même à l'étranger. Oui. Qu'est-ce qu'on peut acheter une carte SIM? Parce que là, il va à l'aéroport ou quand on a peut-être dans les centres-villes. Alors, tu as la possibilité, quand tu es dans l'aéroport, il y a souvent des opérateurs qui sont disponibles. Après, ça dépend de là où tu arrives. Mais après, c'est comme en France, hein, tu peux trouver des boutiques dans la ville. Tu peux aussi, par exemple, si tu vas chez Aldi Mobile, qui est un low-cost, un opérateur low-cost en Australie, il suffit d'aller dans le magasin de Aldi et de prendre une carte aussi. C'est franchement super pratique. Je pense que la dernière, du coup. Comment tu as vécu ton retour en France? Ça s'est fait en 2 temps. Le premier, c'était l'envie de rentrer. J'avais besoin de revoir ma famille. Au bout d'un an, le manque était présent. Il y a eu des naissances, il y a eu des problèmes familiaux, tout ça. Donc, on rate ces moments puisqu'ils continuent à vivre quand on part aussi, et c'est le jeu. Et puis, j'ai eu une grosse phase très très basse où je n'avais pas bien du tout. Je ne vais pas verser ma larme, mais j'étais vraiment pas bien. Je suis restée enfermée à la maison. Je me disais, mais j'ai plus du tout, parce que le PVT, c'était vraiment le côté liberté. Je bougeais tout le temps. J'étais en van life en plus, donc c'était encore différent. Mais tous les jours, c'était une nouvelle aventure, quoi. Et là, reprendre un quotidien, ça a été brutal, surtout que j'ai autant préparé mon départ, mais je n'ai pas du tout préparé mon retour. Donc ça a été en tout cas mon point faible, je pense, dans mon PVT. C'est bien préparer aussi son retour, parce que l'aventure, c'est aussi rentrer. Donc, tu n'as jamais pensé à s'installer? Non. J'ai pas eu le coup de cœur pour rester en Australie. Je suis bien en France, donc je pense rester. Qu'est-ce que tu entends par préparer ton retour? Préparer ton retour pour toi, c'est quoi ton... Qu'est-ce que tu englobes dans préparer? La préparation au départ, c'est... du retour, pardon. Je pense qu'à un moment dans le PVT, quand on arrive à la fin et qu'on se dit on rentre, il faut déjà mentalement accepter l'information. Moi, j'avais vraiment fait un déni, hein, je suis partie quasiment du jour au lendemain, donc j'avais pas eu le temps réellement de me préparer. Et ensuite aussi accepter que y a un quotidien, quand tu rentres dans ta vie, le quotidien reprend sa place. Et c'est aussi ça qu'on apprécie dans l'aventure, c'est qu'elle est éphémère. Donc forcément, un quotidien comme ça, c'est compliqué à avoir, c'est pas impossible, mais c'est compliqué. Après, est-ce qu'on l'apprécierait si on vivait toute la vie? Je suis pas certaine non plus. Mais voilà, essayer de au moins se préparer à ça, peut-être aussi avoir une réflexion au niveau professionnel, des objectifs professionnels, ça peut permettre de rebondir correctement. Après, d'autres projets PVT, ça fonctionne aussi, d'avoir d'autres projets, créer d'autres choses. Mais généralement, quand on part en Australie ou ailleurs, on se focalise pendant longtemps sur ce projet-là. Et après, on oublie la suite. Donc, c'est vrai que pendant le voyage, il faut garder en tête qu'à un moment, il y aura le retour. Et au moins, essayer de savoir ce qu'on a envie de faire. Après, c'est à chacun de voir, hein, c'est l'expérience de chacun. En tout cas, profitez bien de votre aventure. Et je crois qu'il va y avoir une autre conférence sur le renouvellement de visa, justement. Et ça va parler aussi de la fin d'un PVT et de ce qu'on fait ensuite. Donc, parfaite transition. Merci beaucoup.